Franchement, les Lakers ne devraient pas être aussi bons vu leur niveau il y a seulement quelques semaines. À mes yeux, cette équipe avait beaucoup trop de problèmes pour qu'on puisse lui faire confiance. LeBron James a 41 ans. Cet effectif a d'énormes lacunes cette saison et durant un long moment. L'alchimie entre leurs meilleurs joueurs ne semblait pas du tout naturelle. Pourtant aujourd'hui, je ne les vois pas juste comme une bonne équipe en pleine forme. Ils sont en train de devenir une vraie menace dans la conférence Ouest. Et croyez-moi, cette réussite ne vient pas seulement d'un jeu plus physique ou de tirs réussis. Non, c'est parce que les Lakers ont enfin trouvé une formule de jeu qui tient debout. Austin Reeves s'impose désormais comme un second rôle majeur. On demande moins de travail offensif à LeBron et leur défense repose enfin sur des bases solides. Regardez bien, voilà pourquoi tout semble soudain différent. Et ce n'est pas juste une série de victoires de passage, car ce jeu ne tourne plus uniquement autour de LeBron comme on l'attendrait d'habitude chez les Lakers. Je vois maintenant un système axé sur Austin Reeves, avec un Luka Doncic qui contrôle le tempo et LeBron qui stabilise l'ensemble. C'est ce qui rend ce groupe redoutable à mes yeux. LeBron n'ayant plus besoin de tout porter pour que la machine tourne, les Lakers ont enfin trouvé une structure de jeu où leurs stars ne luttent pas contre la dynamique collective. Au contraire, ils s'y adaptent. Parlons d'Austin Reeves, car mon analyse commence vraiment avec lui. Cette saison, il tourne à 23,8 points et 5,5 passes par match à 37% à 3 points. Le tout avec 58% d'efficacité réelle au tir, ce qui est un rendement fou pour un joueur longtemps considéré comme la simple troisième option. Ce sont des chiffres incroyables. Mais le plus marquant, c'est de voir ce qu'il produit quand les Lakers lui confient enfin les clés de l'attaque pour le laisser monter en puissance. Car à chaque fois qu'Austin Reeves en a l'occasion, il saisit sa chance à fond. Il compte 8 matchs cette saison avec plus de 20 tirs tentés sur le parquet. Et ces soirs-là, on ne parle plus d'un simple lieutenant qui fait un bon match. Non, c'est un joueur capable de porter l'attaque sur ses épaules. Il a planté 51 points contre Sacramento, puis 41 le lendemain soir. Et un mois plus tard, il signait 44 points et 10 passes décisives contre les Raptors. Mais toutes ces performances arrivaient car les Lakers se jouaient sans Luka, sans LeBron ou sans les deux. À ce moment-là, j'y voyais plutôt un exploit temporaire d'Austin Reeves, pour parer à l'urgence plutôt qu'une réelle évolution de leur système de jeu. C'était admirable, mais cela me laissait un sentiment de courte durée. C'est pourtant là que leur dynamique récente devient vraiment fascinante. Désormais, ils gardent ce volume de tir et ses responsabilités, même quand Luka et LeBron sont alignés. L'équipe ne fait plus seulement de la survie en laissant Austin s'illustrer, faute d'autres solutions sur le banc. Ils l'intègrent pleinement dans ce schéma comme leur deuxième option offensive légitime. Et c'est selon moi un tournant majeur, prouvant qu'il ne s'agit plus de simples coups de chaud passagers. C'est le choix des Lakers pour présenter enfin leur visage le plus compétitif. Et sur les dernières rencontres, je trouve que ce changement saute aux yeux. Austin Reeves touche beaucoup plus de ballons, avec plus de responsabilités. Et je vois plus de possessions où l'attaque commence par lui au lieu de se terminer avec lui. Et les Lakers gagnent grâce à ça. Depuis que cette formule s'est installée, il tourne autour de 26 points par match, tout en distribuant le jeu comme un chef. Et franchement, rien ne semble forcé. J'ai l'impression que les Lakers comprennent enfin pourquoi cette équipe progresse autant. Et à mes yeux, c'est simplement parce qu'Austin Reeves est largement meilleur que ce qu'on attend d'une troisième option classique. Et dès que ça s'est produit, le rôle de LeBron James est devenu bien plus clair. Parce que si Austin Reeves peut porter une partie de ce fardeau, alors LeBron James n'a plus besoin de s'épuiser à chaque action pour faire exister leur attaque. Il n'a plus à être ce joueur totalement héliocentrique pour que cette équipe fonctionne. Il peut jouer sans le ballon. Il choisit ses moments avec précision et je le vois se concentrer sur des aspects de son jeu qui vieillissent à merveille au lieu de lui demander de tout faire tout le temps. Pour moi, c'est pourquoi ses statistiques semblent plus calmes, mais son impact est bien plus redoutable. On le voit finir avec environ 17 à 19 points par match actuellement. Mais à mon avis, il reste le pilier central de tout leur système. Il sprinte parfaitement en transition. Il attrape les ballons en mouvement. Il s'impose au poste bas quand il faut, agissant comme le liant ultime de cette équipe, et je trouve qu'il le fait des deux côtés du terrain. Et voilà ce qui m'effraie pour la conférence Ouest, parce que les Lakers profitent d'un LeBron bien plus cohérent et intelligent. Parfait pour gagner aujourd'hui, au lieu de lui demander d'être le monstre de 2018 à 41 ans. Et selon moi, le plus important, c'est qu'il accepte totalement ce rôle. Je ne vois aucune tension dans son jeu. À mes yeux, rien n'indique qu'il refuse cette transition, ou qu'il pousse en douce pour reprendre le contrôle total. Tout ce que je vois et entends de sa part confirme une chose. La victoire reste sa priorité absolue. Il est prêt à incarner exactement le joueur dont l'équipe a besoin pour maximiser ses chances de gagner. C'est crucial car selon mon analyse, ça ne fonctionne que s'il adhère pleinement, s'il s'impliquait à moitié seulement.
ou s'il y avait une lutte évidente avec ses anciennes habitudes. Alors je trouverais tout ce projet extrêmement fragile et instable. Mais là j'observe qu'il comprend parfaitement ses responsabilités actuelles envers le groupe. Devant mon écran face à Denver, je l'ai vu plonger au sol, multipliant les efforts pour enflammer le public et ses coéquipiers. Et puis, regardez le match contre Houston où il marque 18 points ultra efficaces, simplement, en profitant du rythme de la rencontre, au lieu de vouloir tout forcer tout seul. C'est pourquoi je trouve ces Lakers enfin soudés, contrairement à leur début de saison. Luka contrôle toujours le rythme et la physionomie du match. Austin Reeves assume désormais un vrai rôle de second marqueur. Et pour moi, LeBron harmonise le tout avec brio et retenue. Cet équilibre est capital, car selon mes analyses, le problème des Lakers n'était pas le talent, mais l'organisation. Ils avaient largement de quoi être une excellente équipe, mais je trouvais que leur collectif manquait cruellement de structure. Aujourd'hui, c'est enfin le cas. Avec ce déclic, je constate que leur défense est devenue bien plus solide. C'est précisément pour cela que je trouve leur série actuelle si différente. Ce n'est pas un coup de chance, mais un vrai processus de victoire, surtout face aux Rockets. J'ai tout de suite vu leur véritable identité défensive, et leur plan de jeu était limpide dès le premier coup de sifflet. Ma lecture de leur tactique était simple. Priver Kevin Durant de ballon et forcer les autres à trouver une solution. Et croyez-moi, ils n'ont pas fait que parler. Ils ont appliqué cette consigne à la perfection, surtout quand la pression est montée d'un cran. Je me rappelle une action marquante au 4e quart-temps, quand Jackson Hayes et Austin Reeves ont sauté sur Kevin Durant au milieu du terrain pour provoquer un retour en zone. Pour moi, ce genre d'action ne se produit que si la pression perturbe vraiment un joueur de ce calibre légendaire. Puis j'ai noté une autre séquence où Laravia aide Hayes sur Durant. Eason récupère le ballon, mais l'envoie direct dans le public. C'est exactement ce genre de détail qui m'a sauté aux yeux sur ces phases. Pour moi, ce n'était pas juste un trapage sur Durant. C'est que les Lakers ont poussé les Rockets dans leur dernier retranchement, forçant des choix ultra rapides et totalement inconfortables. Un peu plus tard, à environ 3 minutes de la fin, ils récidivent. Doncic et Ayton tendent un piège parfait à Durant. Luka intercepte le ballon du bout des doigts et les Lakers récupèrent la possession. Je refuse d'appeler ça de la simple chance. C'était un collectif soudé, appliquant ma consigne préférée, répéter l'effort sans relâche, jusqu'à faire complètement dérailler le système offensif des Rockets. Voilà pourquoi ce dernier quart m'a bluffé. Cette dynamique me paraît bien plus solide que leur succès du début de saison. Les Lakers n'ont inscrit que 17 points dans le dernier acte, mais s'imposent de 5 longueurs. Tout simplement parce que les Rockets n'en ont mis que 12, un total aberrant dans la NBA moderne. Et selon moi, c'est parce que les Lakers ont totalement brisé leur rythme, les poussant à enchaîner les mauvaises décisions sur le parquet. C'est exactement le genre de victoire qui valide mon analyse du jour. Car les équipes surprises possèdent rarement un tel coffre-fort sur le plan défensif. C'est la marque des véritables prétendants au titre. Analysons maintenant le choc face à Denver, crucial pour une toute autre raison selon moi. Car il prouve à quel point ce groupe déborde de confiance en ce moment. À 5 minutes et demie du terme, Denver comptait 7 points d'avance, leur plus gros écart du match. C'était le tournant décisif, où les Lakers devaient soit s'effondrer, soit prouver qu'ils ont franchi un cap. Ils ont choisi de briller. LeBron reçoit de Luka, fonce au cercle et convertit le panier. Plus la faute. C'est là que j'admire cette nouvelle équipe. Reeves prend les commandes du jeu à deux et inscrit un flotteur superbe. La pression change soudainement de camp pour peser sur Denver. Mais j'ai adoré la fin de cette rencontre, car les Nuggets ont continué de répondre coup pour coup. Aaron Gordon rentre un tir à 3 points insensé dans le coin. Puis après avoir doublé Luka tout le match, Denver décide de le défendre en 1 contre 1 en fin de partie. Un choix très risqué. Luka en profite et décoche un tir à 3 points en step back, avant de provoquer la faute de Jamal Murray et de rentrer ses 3 lancers pour égaliser à 109 partout. Les Lakers réussissent un stop crucial, mais gâchent la possession, offrant un nouveau panier lointain à Gordon. C'est précisément le genre d'erreur qui brise le moral de n'importe quel collectif face à un adversaire du calibre de Denver. De mon côté, je vois des Lakers qui s'accrochent fermement. J'admire ce cross énorme de Reeves sur Cam Johnson pour 2 points. Ensuite, je retiens ce geste défensif colossal de Marcus Smart, un des tournants du match. Il devance Aaron Gordon sur l'entre-deux, lui pique proprement la balle et redonne l'avantage aux Lakers à 47 secondes du terme. Mais Denver réplique immédiatement grâce à cette passe lunaire de Jokic pour Tim Hardaway Jr. qui sanctionne à 3 points. Et juste après, le Joker dépouille proprement Reeves à l'intérieur. À mon avis, le match semble plié dès l'instant où ils font faute sur Gordon. Pourtant, ils ratent un lancer sur 2 et laissent un mince espoir aux Lakers. Après ça, les deux équipes enchaînent les lancers francs, ce qui nous prépare au dénouement le plus fou que j'ai vu cette saison. Les Lakers sont menés de 3 points. Reeves est sur la ligne,
et doit rater son second lancer à la perfection. Et il y parvient. En envoyant le ballon dans la seule zone de la raquette hors de portée de son défenseur Spencer Jones. Reeves récupère le ballon en premier et grâce au superbe écran de retard d'Ayton, dépose une merveille de lay-up pour la gagne. Je vous assure que réussir ce genre d'action proprement relève du miracle car il faut le bon raté, le bon rebond, le bon angle. Et surtout, la vivacité d'esprit pour capter la trajectoire dès la sortie du cercle. Pour moi, c'est le type d'action qui semble irréel jusqu'à ce que le miracle se produise. Et au moment d'aborder la prolongation, J.J. Redick prend une décision forte en relançant DeAndre Ayton, un choix payant dès la première seconde. Ayton capte le rebond offensif après un tir manqué de Reeves et remet le ballon dedans directement. Après 3 minutes de disette collective, LeBron attaque le cercle, sert Ayton sur un plateau qui marque encore. Mais les Nuggets répondent encore du tac au tac avec ce tir primé ultra important d'Aaron Gordon. Marcus Smart réplique immédiatement avec une bombe monumentale derrière l'arc de son côté, après avoir été complètement oublié par la défense. C'est précisément ce visage des Lakers que je trouve totalement métamorphosé cette année. On sent que les lieutenants assument leurs responsabilités sans que l'équipe ne s'effondre. Pour moi, Ayton signe ensuite l'action idéale pour résumer tout son apport actuel. Il affronte Jokic en duel et le contre directement. Alors oui, j'aurais aimé qu'il sécurise ce ballon derrière, car Nicolas le récupère et égalise à 125 partout. Mais croyez-moi, cette séquence nous montre un élément capital. Ce sont précisément ces efforts défensifs dont les Lakers auront besoin de sa part pour construire une équipe capable de gagner des titres. Puis est arrivé l'instant crucial. Denver a encore une faute à donner et j'avoue ne pas comprendre pourquoi ils choisissent de laisser jouer Lucas. Il tente la prise à 2, mais sa vista lui permet de s'en extirper avec classe. Il s'échappe vers la ligne de fond et rentre le tir de la gagne sur Spencer Jones. Pour moi, tout est dit. Les Lakers n'ont absolument pas joué le match parfait. J'ai constaté de gros passages à vide. Et face à un collectif comme Denver, ça ne pardonne pas d'habitude. Mais j'ai senti chez eux une foi inébranlable en leur capacité à l'emporter malgré tout. Et surtout, je trouve qu'ils affichent enfin la rigueur et les solutions nécessaires pour finir le travail. Pour moi, c'est le jour et la nuit par rapport à leur début de saison. À l'époque, d'accord, leur bilan comptable était excellent. Mais je ne voyais pas chez eux de réelle certitude pour justifier cette assurance. Aujourd'hui, je les vois terrasser New York, Minnesota, Denver et Houston d'affilée, et à chaque fois avec un style différent. Certaines de ces victoires sont défensives, d'autres relèvent du mental ou de la finition en fin de match. Mais bout à bout, tout ça commence enfin à ressembler à quelque chose de concret. Et Marcus Smart est clairement l'un des grands artisans de cette dynamique. Pourtant, j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de lui dans ce débat. Il apporte aux Lakers du rythme, du physique et un grain de folie qui transforme chaque match, même sans noircir la feuille de statistiques. Mais il y a aussi des soirs comme face à Denver, où il brille carrément dans les chiffres, offrant 21 points aux Lakers, plantant 5 tirs à 3 points décisifs, et multipliant les actions de classe partout sur le terrain avec 5 interceptions au compteur. C'est le genre de joueur qui rend toute la structure autour de vos superstars beaucoup plus solide. Et puis on arrive à DeAndre Ayton, l'un des éléments les plus instables mais cruciaux du groupe. Il y a quelques semaines, il sortait ses fameuses déclarations sur Clint Capella, et les débats autour de lui partaient dans tous les sens. Et c'était assez mérité tant son implication et son impact manquaient cruellement de régularité. Mais ces derniers temps, il ressemble à nouveau à un joueur clé. Il a été énorme en prolongation contre Denver avant de s'illustrer à nouveau en fin de match contre les Rockets. Non pas qu'il soit subitement devenu une superstar ultra dominante, mais parce qu'il a commencé à offrir aux Lakers exactement le genre d'action décisive dont ils ont besoin de sa part. C'est là toute la nuance avec Ayton. Sa ligne de statistiques ne va pas toujours sauter aux yeux, mais son impact crève l'écran pour peu qu'on regarde le match. Rebond offensif claquette, duel physique sous le cercle, bonne mobilité sur les écrans et protection de l'arceau au moment opportun. Ce sont exactement ces actions décisives qui font basculer les matchs pour les Lakers. Et si les Lakers obtiennent ce visage de DeAndre régulièrement, le poste de pivot cesse d'être une faiblesse. Pour devenir soudain l'un de leurs plus grands atouts pour espérer tenir la distance durant les séries éliminatoires. Et quand on commence à analyser les Lakers sous cet angle, le débat prend tout de suite une autre dimension. Car il ne s'agit plus seulement de savoir si cette équipe est légitime, mais plutôt de voir à quoi ressemble la conférence Ouest autour d'elle. Et malgré la montée en puissance soudaine de Los Angeles, une ombre immense plane encore sur toute la conférence. Alors si vous voulez aller plus loin, je viens de sortir une vidéo expliquant pourquoi la NBA et la conférence Ouest subissent la loi d'eau cassée, Thunder.